Bienvenue sur la chaîne Livre sur ordonnance, une chaîne dédiée à la santé mentale. Et parce que la santé vient en lisant, je résume pour vous tous les livres qui ont compté et qui sont absolument formidables, comme celui du docteur Bessel van der Kolk et qui s'intitule Le corps n'oublie rien. Donc on se retrouve pour cette seconde partie. Si jamais vous n'avez pas vu la première, le lien est juste en dessous. La seconde partie, comme je vous le disais, est donc dédiée aux enfants. Alors, pour rappel, c'est un livre qui traite du stress post-traumatique et qui a été écrit par un psychiatre américain spécialiste. Alors, la partie numéro 3, donc, qui s'intitule L'esprit des enfants, va vous expliquer l'attachement et l'accordage. En fait, on est tous des êtres sociaux. Quand on vient au monde, on a besoin de pouvoir trouver une base sécure, c'est-à-dire toutes nos premières expériences vont avoir des répercussions qui vont influencer toute notre vie. Et on a besoin, plus que besoin, que les personnes qui s'occupent de nous quand on est bébé répondent à tous nos besoins physiques, à manger, à boire, etc., mais aussi émotionnels, qu'on ne nous laisse pas pleurer pendant 4 heures dans un berceau, par exemple. Et c'est le fait qu'on ait répondu à nos besoins émotionnels et physiques qui va faire que le lien d'attachement avec l'adulte référent sera fort et ça va permettre au bébé d'apprendre à s'autoréguler, en fait. Ça va lui donner une base, en fait, très stable de sécurité émotionnelle. Et c'est à partir de ce lien d'attachement fort que l'enfant va pouvoir s'accorder avec son entourage par la suite. Ça va lui permettre de développer une bonne conscience de soi, de développer l'empathie, de contrôler ses impulsions, d'arriver à se motiver, à trouver une motivation pour faire les choses. Bref, il va pouvoir s'intégrer et trouver sa place. Mais le problème, c'est quand ça ne se passe pas aussi bien et que les besoins émotionnels ou physiques de l'enfant ne sont pas remplis, en fait, quand on ne répond pas à ses besoins suffisamment et qu'il y a négligence et sévices. Ce qui est très difficile, bon, pour un adulte, c'est déjà difficile, mais pour un enfant, c'est peut-être encore pire parce que les parents, finalement, représentent l'autorité et c'est à la fois la figure de référence, mais aussi le bourreau, finalement. Et il faut arriver à faire avec ces deux facettes. Donc l'enfant a tendance à faire preuve de loyauté envers sa famille, mais en même temps, ce sont les personnes qui lui font du mal. Vous imaginez le dilemme dans sa tête. Donc toute son énergie va être mobilisée pour essayer de faire avec, pour ne pas penser à ce qui lui arrive, pour ne pas ressentir ce qu'il ressent. Ça explique que l'enfant puisse être complètement en colère, voire rebelle, et que parfois on pose des étiquettes enfant rebelle et asocial, alors qu'en fait il est simplement victime. À l'inverse, certains enfants seront beaucoup trop sages, en fait. Des enfants qui deviennent dociles. Ils n'expriment pas leurs émotions, elles vont se retourner contre eux, en fait. Et c'est vrai que ça provoque ensuite des adultes pleins de haine ou vraiment englués dans des dépressions sévères, et voire même qui vont s'autodétruire, que ce soit par les drogues, les tentatives de suicide. Et tout ce qui se passe dans les premières années, c'est dramatique parce que ça a encore plus d'impact que par la suite. Après, pour l'auteur, finalement, c'est peut-être le message à garder de ce livre, c'est que pour lui, la maltraitance infantile, c'est le plus grand scandale de santé publique et politique des États-Unis. Et pour lui, c'est vraiment une épidémie cachée, dramatique, puisqu'il estime que les traumatismes que subissent les enfants ou les adolescents sont mais beaucoup, beaucoup plus fréquents, en fait, que ce qu'on pourrait imaginer. Et ça explique aussi derrière de nombreuses pathologies. Il y a un exemple qui a été pris dans le livre, donc c'était par rapport à l'obésité. Donc une grande étude qui a été faite aux États-Unis sur 17 000 personnes, quand même, obèses. Et donc un questionnaire a été mis en place pour évaluer en fait si ces personnes avaient été victimes de mauvaises expériences quand elles étaient enfants. Il y en a quand même, imaginez un chiffre, les 2/3 des 17 000 qui avaient eu des mauvaises expériences en étant enfants. Et c'est vrai que c'est rare qu'il y ait une seule mauvaise expérience, souvent il y en a plusieurs. Plus le nombre de mauvaises expériences était élevé, plus le taux de dépression était gigantesque, plus le taux de tentative de suicide était élevé, plus la consommation de drogue était élevée, enfin ça explosait complètement. Et donc finalement, quand on cherche à traiter l'obésité sans prendre en compte tout ça, c'est comme si on faisait complètement fausse route, parce que
Imaginez un enfant victime de viol qui devient obèse. Finalement, la seule solution qu'il ait trouvée, c'est de devenir obèse, c'est-à-dire d'avoir un corps qui éloigne les autres, en fait, en tout cas qui éloigne les hommes. Si on cherche à lui enlever son problème d'obésité, de surpoids, finalement, on cherche à lui supprimer la solution que la personne a trouvée pour se protéger. Donc, c'est voué à l'échec. Et c'est vrai que si on creusait plus, qu'on allait vraiment chercher à savoir ce qui se cache derrière les maladies des gens, c'est ce qu'explique l'auteur, en fait, on serait surpris par ce scandale monumental, en fait, de traumatisme qui est présent dans nos sociétés. Ça me révolte. Si je pense derrière la caméra, ça doit se sentir, je bouillonne un petit peu. Je suis révoltée. Donc, chapitre suivant, c'était au sujet de la mémoire. Parce qu'on a tous entendu parler de personnes qui avaient complètement oublié pendant des années ce qui leur était arrivé, et puis tout d'un coup, ça revient. Et pendant des années aussi, il y a quand même longtemps, mais on remettait en question la parole des victimes en disant « mais c'est pas possible, elle n'aurait pas oublié ». Donc un passage dans ce livre a été dédié à la mémoire ordinaire, donc celle de, pas traumatique en tout cas, la mémoire ordinaire, elle est très versatile. Elle fluctue en fait. Si je vous explique une histoire maintenant et que je vous la raconte dans 5 ans, il y a de grandes chances qu'elle soit quand même différente. Les histoires qu'on se raconte, en fait, elles ont un début, un milieu, une fin. Et vu qu'elles fluctuent, ça aussi, vous l'avez sûrement vu, par exemple, des frères et sœurs qui ont vécu une même chose dans une famille, racontent les événements de façon complètement différente, à tel point qu'on se demande même parfois s'ils ont vécu dans la même famille. Voilà, donc ça, c'est la mémoire ordinaire. Globalement, on ne se souvient pas de beaucoup de choses. Si je vous demande ce que vous faisiez le 18 septembre de cette année, il y a de grandes chances pour que vous ne sachiez pas ce que vous étiez en train de faire. Moi non plus. Sauf s'il y a eu vraiment des émotions qui sont entrées en ligne de compte. Par exemple, le 11 septembre 2001, on se rappelle tous de l'endroit où on était, ce qu'on était en train de faire. En revanche, la mémoire traumatique, elle n'est pas linéaire, c'est pas une histoire, elle est beaucoup plus désorganisée en fait. Et il y a certains éléments qui sont beaucoup plus présents que d'autres. Par exemple, une ancienne victime pourra avoir en mémoire une odeur de façon très 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 présente en fait. Et le souvenir traumatique, il sera redéclenché, en fait, il sera revenu juste par un petit élément. Vous voyez, il aura été ravivé par un seul élément qui aura permis de ramener en fait l'intégralité du souvenir. Et l'amnésie traumatique, c'est le fait de ne pas avoir eu de souvenir conscient pendant longtemps. Ça peut durer vraiment des années. Ça peut être aussi simplement partiellement, mais c'est refoulé. Et quand ça ressurgit des années plus tard, ça permet en tout cas de commencer à essayer de digérer et de guérir. Voilà. Mais c'est quelque chose qui a été démontré scientifiquement en tout cas. L'amnésie traumatique existe véritablement. Partie 5. On va aborder maintenant les 5 voies, pas les 5 voies, les voies de la guérison. Alors, à comprendre déjà qu'on ne peut pas soigner un traumatisme dans le sens où c'est pas possible d'annuler le passé. On peut traiter les traces que le traumatisme a laissées sur le corps et l'esprit, et l'âme même, mais on ne peut pas annuler ce qui s'est passé. Pardon. Donc le but, c'est de rétablir l'équilibre entre les deux cerveaux, le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Le but, c'est aussi de réparer les systèmes d'alarme qui sont complètement défectueux et qui font que la personne surréagit. Alors pour ça, il y a 5 aspects. C'est pour ça que je vous parlais de 5 tout à l'heure. Il y a 5 aspects à prendre en compte. L'aspect numéro 1, c'est de traiter la surexcitation. En fait, de trouver l'équilibre. Je vous parlais d'accélérateur et de frein. Donc trouver un équilibre entre ces deux systèmes pour calmer le jeu, en fait. Et tout ça peut passer par simplement le fait de bouger, de respirer et de chanter. Donc le fait de passer par le corps. Le deuxième point à prendre en compte, c'est la personne doit apprendre à prendre conscience, à observer, à ressentir ses sensations physiques. Parce que souvent les gens se sont complètement coupés de ce qu'ils ressentaient. Donc petit à petit, arriver à identifier peut-être même dans quelle zone du corps se situe le traumatisme, réussir à supporter de ressentir la sensation, enfin le souvenir de la sensation, ce sont des choses qui peuvent être améliorées par le fait d'apprendre à respirer, le fait de changer de position et le fait par la pensée aussi de réagir différemment
à ces sensations physiques, mais c'est possible. Le troisième plan, en fait, c'est en termes de relation. On ne peut pas à la fois se sentir en sécurité et être en pleine terreur, en fait, c'est complètement incompatible. Donc le lien et le soutien vont être complètement, enfin c'est fondamental en fait que la personne ait du soutien. Alors si c'est pas possible avec ses proches, parce que c'est pas toujours simple, des thérapeutes ou les animaux pourront l'aider. Donc ça c'était le troisième point. Le quatrième point, rythme de groupe. Les rythmes de groupe aident beaucoup dans le sens où on est des êtres sociaux de relation. Donc tout ce qui est activité liée au rythme, au chant, au mouvement, les thérapies psychocorporelles vont vraiment aider à surmonter un traumatisme. Et le cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est le fait d'entrer en contact naturellement dans toutes les cultures en fait, du monde. Quand un enfant a un problème, par exemple, pour le réconforter, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre dans les bras, on va le câliner, on va le masser. Donc, le toucher, le contact, sain évidemment, hein, enfin bienveillant, va pouvoir aussi aider quand ça sera possible, parce que dans un premier temps, les victimes n'ont pas forcément envie qu'on vienne les câliner. Mais dans un deuxième temps, ça peut être intéressant aussi de faire appel au massage, à l'ostéopathie crânienne, pour que la personne retrouve en fait le sentiment d'être intacte en fait en un seul morceau, de se sentir en sécurité et protégée. Et d'autant plus que ce sont des personnes qui ont souvent énormément de tensions en fait. Donc arriver à libérer ces tensions, ça va aussi leur permettre de libérer les sentiments qui sont associés. Et le sixième point, je vous avais dit 5, mais c'était 6, c'est de passer par l'action, puisque ça, c'est pas dans tous les cas de figure en fait. Mais quand la personne, je vous parlais de lui tout de suite, mais il arrive que la personne traumatisée, enfin victime d'un traumatisme, soit complètement immobilisée, que son action soit empêchée, qu'elle n'ait pas pu ni s'enfuir, ni lutter, rien. Elle s'est retrouvée bloquée, obligée de subir. Donc là, ne pas avoir pu mettre en place ces actions vont faire que toutes les hormones de stress restent présentes et s'attaquent en fait à la personne. Donc il faut qu'elle arrive à sortir de sa réaction d'urgence persistante. Et tout ça pour, comment dire, retrouver en fait, il existe des thérapies qui permettent à la personne de retrouver en fait comment on dit, l'action qui a été empêchée. Par exemple, si elle aurait rêvé, si elle aurait instinctivement voulu courir, mais il faut qu'elle puisse, par l'intermédiaire de ces techniques de thérapie, retrouver la sensation de ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle aurait pu faire, l'action qui a été empêchée. Et donc revivre ça permet aussi d'aider à dépasser le traumatisme. Concernant le langage, je vous parlais tout à l'heure des thérapies en vous expliquant que c'était peut-être pas forcément idéal parce que les gens ont du mal à verbaliser, ont du mal à parler de leurs souffrances, des émotions qu'ils ont pu ressentir. Donc on peut se demander si finalement c'est très bénéfique d'en parler. Le problème, c'est que garder le silence à long terme, la personne garde en fait sa souffrance, son stress à l'intérieur d'elle, un peu comme si on mettait un couvercle sur une cocotte minute et que dedans ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Au bout d'un moment, ça finit par éclater avec vraiment des maladies, de vraies maladies. Donc le problème, c'est que il vaut mieux, même si c'est douloureux, finalement, réussir à briser le silence, réussir à parler, à dire. Ça permet d'enclencher le processus de guérison. Bon, c'est vrai que ça demande énormément de courage, mais c'est nécessaire, en tout cas, pour commencer à aller mieux. Continuons au niveau des solutions. Donc, il est abordé dans ce livre l'EMDR. Alors, l'EMDR, c'est une technique qui est basée sur ce qui se passe pendant le sommeil, pendant la phase de rêve. EMDR, je ne vous sors pas le terme en anglais, mais en français, ça veut dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Si vous avez déjà observé quelqu'un qui était en train de dormir pendant sa phase de rêve, sous les paupières closes, on voit parfois les yeux qui s'agitent, qui bougent dans tous les sens. C'est le moment en fait où le cerveau est en train de digérer et de retraiter toutes les informations pour savoir s'il doit les stocker sous forme de mémoire ou les éliminer. Enfin bref, c'est le grand nettoyage. Et donc, en reproduisant ces mouvements oculaires, il y a toute une technique, hein, je ne vais pas vous faire le détail, mais en reproduisant ces mouvements, ça permet à la personne de retraiter l'information du souvenir douloureux et de la digérer. Et pour débloquer un traumatisme, vraiment, ça fait des
enfin des merveilles. Mes mots sont peut-être excessifs, mais ça donne des résultats vraiment très satisfaisants et supérieurs aux antidépresseurs. Autre solution, le yoga, pour apprendre à réhabiter son corps, puisque le yoga, c'est un mélange de techniques de respiration, de posture, d'étirement, donc on a aussi le corps, et de méditation. Donc ça permet d'agir sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la cohérence cardiaque, les techniques de respiration, pour pouvoir agir sur le fameux frein, le système nerveux parasympathique, pour venir un peu, en quelque sorte, hacker le système, qui est censé être automatique, intervenir, freiner, calmer toutes ces émotions et ces impulsions qui rendent la vie complètement trop dure à vivre. Donc la personne, en plus avec le yoga, va véritablement réussir à prendre conscience de ses ressentis intérieurs. La seule limite, si vous voulez, c'est que le cours doit être adapté quand même parce qu'il y a des postures, des positions, ça peut vraiment effrayer et mettre mal à l'aise des personnes victimes de certains traumatismes. Donc il faut vraiment y aller aussi tranquillement. Continuons avec les thérapies psychocorporelles. Donc, alors là, il en existe vraiment de toutes sortes. Ça vaudra le coup de se renseigner si jamais vous avez besoin. Mais le but, c'est de rééduquer et reprogrammer les émotions qui remontent à l'enfance. C'est un petit peu comme une scène de théâtre. En fait, vous avez des vrais participants, bon, qui ont été briefés, c'est pas n'importe qui dans la rue, mais qui vont jouer le rôle de vos proches. Et finalement, en jouant le scénario de votre vie avec vos proches, on peut réécrire le passé, on va dire. Enfin, pas réécrire le passé véritablement, évidemment qu'on ne peut pas le changer, mais sous forme de jeu, donc en rejouant les relations avec les proches, ce qui s'est passé, et tout ça permet à la personne de se sentir soutenue et protégée et de se rendre compte qu'il y a des personnes aussi qui sont là pour répondre à ses besoins, donc finalement de reprogrammer les émotions qui étaient liées à son enfance. Ça peut être un bon antidote aux souvenirs douloureux. Pardon. Continuons avec le neurofeedback. Alors, c'est une technique issue des neurosciences qui est basée sur l'activité électrique du cerveau. En fait, le but, c'est de... Vous savez, les électroencéphalogrammes, c'est quand on mesure l'activité électrique du cerveau, là, on met des électrodes, et puis ça fait des tracés. Donc ça, c'est l'activité électrique du cerveau. Et donc, c'est sous forme de jeux, finalement, qui vont permettre de rééduquer le cerveau. Ça l'entraîne à mieux fonctionner, en tout cas, et ça nous permet d'intervenir sur tous les circuits qui maintiennent la personne dans la peur. Et ça donne de très bons résultats. J'ai aussi lu dans CIF que ça donne de très bons résultats sur les enfants hyperactifs qui ont du mal à se concentrer. Mais pour revenir aux personnes victimes de traumatisme, ça permet d'augmenter la résilience. Les rythmes collectifs et le théâtre. Alors, l'objectif est double. La première chose, c'est de pouvoir compter sur les autres, puisque les rythmes collectifs unissent les gens. On l'a tous déjà vu ou vécu même. Donc, que ce soit si vous avez déjà manifesté tous les chants dans les manifestations, cette ferveur, ou dans les marches militaires, ou dans les rites religieux. En fait, tous ces rythmes collectifs finalement unissent les gens et ça permet de dépasser des peurs qu'on aurait eues individuellement. Donc le collectif est bon pour ça. Après, pourquoi parler du théâtre? Parce que la personne qui a été victime de traumatisme aura du mal finalement à gouverner sa vie, à apprendre à agir de façon intentionnelle sur elle-même, sur les autres, sur son environnement. Elle a du mal à prendre sa place dans la vie. Donc, dans un premier temps, grâce au théâtre, finalement, jouer le rôle d'une autre personne et agir dans la peau d'une autre personne, ça peut lui permettre de petit à petit se réapproprier sa propre vie et réussir à nouveau à faire les choix, de prendre les décisions et de prendre toute sa place dans la vie. J'en ai terminé pour les solutions. Alors, la conclusion de ce livre, je trouve qu'elle est vraiment importante et c'est vrai que, comment dire, elle donne envie en tout cas, elle m'a donné personnellement envie d'agir, de sensibiliser énormément et c'est pour ça que j'étais heureuse de faire ce résumé de livre et de pouvoir faire cette vidéo pour vous parce que c'est important qu'on soit tous au courant, qu'on soit nombreux à être au courant pour changer les choses puisque dans
la fin de ce livre, en fait, donc l'auteur revient sur le fait que le syndrome du stress post-traumatique ne touche pas que les soldats ou les victimes d'attentats, mais que c'est vraiment un drame, un problème de santé publique majeur, puisque le traumatisme concerne mais beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on peut imaginer, que ce soit les victimes de violences conjugales, les enfants maltraités, toutes les négligences infantiles, les violences par arme, l'inceste, enfin bref. Il y en a tellement de victimes que finalement on peut se demander si tous nos politiques ne sont pas dans un déni majeur. Et c'est un véritable scandale de ne pas prendre la mesure de ces chiffres qui sont complètement fous, en fait. Parce que finalement, c'est un cercle sans fin. Une personne qui a été traumatisée, elle est blessée. Donc, même si ce n'est pas intentionnel, elle va avoir tendance à blesser les autres aussi. Et finalement, c'est un vrai cercle vicieux. Ça fait des sociétés complètement agressives, et comme on le voit actuellement, en fait, où sans cesse, c'est de la violence, de la violence. Donc, au bout d'un moment, faut prendre les choses à l'envers, peut-être. Et c'est l'espoir et les idées que donne ce livre, je trouve ça bien, c'est que finalement, si la société se concentrait plus sur les enfants, les besoins des enfants, sur des politiques de soutien familial qui seraient beaucoup plus engagées, si l'école pouvait jouer à nouveau son rôle vraiment d'îlot de sécurité qui permettrait aux enfants d'apprendre à développer leur intelligence émotionnelle, à beaucoup plus réguler leurs émotions, à coopérer, qu'on leur fasse faire plus de sport, de théâtre, de chant. Ça permettrait en tout cas d'en faire des adultes mieux dans leur peau, de déceler aussi, parce qu'en sensibilisant les enseignants au traumatisme, ça permettrait de les déceler plus précocement et de les aider. Ça permettrait en tout cas que la vie en société soit beaucoup plus agréable. Donc j'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire ce livre. Le corps n'oublie rien, il est vraiment fabuleux. C'est un livre qui me... Vous voyez, il met les émotions à fleur de peau. Je vous le recommande chaleureusement. Je voulais aussi vous proposer, donc juste en dessous de la vidéo, je vais mettre des liens parce que j'ai des livres à vous offrir. Alors, j'ai 3 possibilités. Le premier livre qui s'appelle Merci Dépression, c'est un livre numérique que je vous offre que j'ai écrit en fait pour changer de regard sur la dépression et que les personnes soient capables de se réapproprier finalement leur guérison et en profiter comme d'un tremplin pour changer leur vie en mieux. Donc c'est juste dessous. Le deuxième livre que je vous propose, c'est 10 étapes pour enfin réussir à changer ses habitudes, puisque on a tous envie d'aller mieux, on a tous envie de faire plus d'activités physiques, etc. Mais de là à réussir à s'y tenir, c'est pas forcément évident. Donc le livre est là pour vous y aider. Et le troisième livre, c'est un recueil de 11 articles d'auteurs différents qui ont accepté gentiment de partager leurs meilleures pratiques quotidiennes pour cultiver une bonne santé mentale. Donc ce qui est génial, c'est que ce sont des témoignages complètement différents. On passe du pilote de ligne à l'infirmière et ça apporte vraiment plein d'astuces. Voilà, donc je vous propose d'en piocher quelques-unes et de les mettre en place dans vos vies. Sinon, donc n'hésitez pas à acheter le livre parce qu'un résumé ne remplace pas un livre. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.